Très bien. Alors, il y a deux façons de créer la maladie. Donc, dans cette UPS, il y a une partie qui va concerner la santé et une autre partie qui sera plus technique. Donc, il y a deux façons de créer la maladie, soit par déséquilibre physique, soit par déséquilibre émotionnel. Donc ça, on le savait déjà. Comment se crée le déséquilibre? Il y a les problèmes d'émigration, les problèmes de déracinement. Et en fait, parce que lorsque vous changez de continent notamment, eh bien, vous avez des différences d'oxygène. On verra ça dans une autre présentation. Je vous parlerai des différents types d'oxygène. Et donc, les conditions d'adaptation sont différentes. Nous, on appelle ça les conditions climatiques, mais en fait, c'est les différences d'oxygène. La deuxième chose, c'est les problèmes de pollution que l'on connaît, les problèmes de pesticides, de nourriture mal adaptée, les problèmes des OGM, où on verra que les OGM provoquent une sorte de mimétisme au niveau de la partie émotionnelle. Donc, il y a un dysfonctionnement, un désaccord entre la partie émotionnelle et la partie physique. Les problèmes de vaccination avec ce qu'on appelle des métaux lourds, tels que le mercure ou l'aluminium, et les problèmes de médication inutiles. Notre vie quotidienne fait que nos soucis nous empêchent de savoir par nous-mêmes, c'est-à-dire d'apprendre par nous-mêmes. Donc, on a les factures à payer, travailler pour subvenir aux besoins de la famille, payer ses assurances santé, rester constamment dans la peur de l'imprévu. Et donc, nous sommes plus ou moins désemparés. Nous ne pouvons nous guérir par nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur notre propre être. Nous ne pouvons difficilement nous guérir nous-mêmes. Nous n'avons pas les réponses, et nous sommes donc éloignés de la vérité et de la connaissance. Et donc, le but de ces ateliers, c'est de bien comprendre ce que l'on fait. Donc, voyons un petit peu le déséquilibre émotionnel. Il provient de l'environnement perçu par nos 5 sens, et notamment par nos poumons, et ce que j'appelle la cage thoracique, ici, au niveau de la poitrine, c'est-à-dire les deux seins et le centre qui se trouve entre les deux seins. En médecine chinoise, on l'appelle le 17 Zhenmo, qui est la mère de l'énergie. Alors, ce n'est pas la mère au sens de MER, c'est la mère au sens ME, accent grave, RE. Le centre de la mère de l'énergie se trouvant dans le bas-ventre. Alors, il y a plusieurs façons d'équilibrer le corps, soit de façon physique, soit de façon énergétique, soit de façon émotionnelle, et soit par l'âme. L'idéal, ce serait d'avoir les 4. Au niveau physique, jusqu'à présent, les médecins travaillent sur le physique, c'est-à-dire au niveau des urgences, des médicaments, des radiations et des injections. Au niveau du corps énergétique, on a déjà vu ce que c'était que l'aura. Votre corps crée la condition pour changer la matière dans un état de ganse et inversement. Donc au niveau pulmonaire, on respire l'oxygène à l'état gazeux, les poumons le transforment en état de ganse et l'absorption se fait par échange de champs au niveau des parois alvéolaires. Même chose au niveau de l'intestin. On a vu que l'intestin, depuis la bouche jusqu'à l'anus, représentait une sorte de trou noir avec absorption de la matière qui est transformée immédiatement au niveau de la bouche à l'état de ganse. Et au niveau entre le passage de l'estomac et le voyage dans l'intestin, eh bien, différents types de ganses sont apportés, sont transformés et absorbés selon les besoins du corps. Et les échanges se font toujours à l'état nano et à l'état de plasma, entre la lumière intestinale, c'est-à-dire l'intérieur de l'intestin, et l'extérieur de l'intestin. Alors, en ce qui concerne la façon de se soigner, il y a 2 types d'unités de santé. Alors, on avait des problèmes de traduction, parce que le terme de la Fondation Kesh a changé le terme d'unité de santé. En fait, je me suis aperçu qu'il s'agissait en fait d'unité de santé au sens de dispensaire de soins. Donc on peut le comprendre plutôt comme un centre de soins, au centre d'un établissement de soins. Donc on va l'appeler centre unité de santé, et non pas unité de soins, puisqu'on est censé ne pas faire de soins avec le plasma, mais simplement de modifier l'environnement
au niveau de la personne, de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, cette unité de santé que vous voyez ici, donc il y a différents types qui ont été constitués. Ici, c'est une unité de santé originelle avec 2 panneaux verticaux, ici et un ici. La personne se met au milieu debout. Luc et Maëlys vous ont présenté d'ailleurs cette unité de santé de façon un petit peu moins acrobatique, parce que là, il y a beaucoup de matériaux. Donc, le principe, c'est 2 panneaux, un devant et un derrière. Et donc, il y a un échange, absorption de l'énergie par le panneau qui est devant et restitution d'énergie derrière par ce qui est inutile. Le tout étant remis une sorte de mise à la terre avec un bocal d'eau salée. Ici, on a une autre unité de santé qui était faite avec non plus des panneaux verticaux et des bobines, mais avec des sphères, des sortes de hula-hoop. Voilà. Donc, il y en a 2 en haut qui concernent la tête. Ici, ça concerne la poitrine et ceux du bas, les jambes. Avec à l'intérieur du gaz de CO2 ou de ZNO ou éventuellement d'autres types de gaz selon les besoins visés par la personne. Et en fait, il y a un tuyau à l'intérieur de l'autre, dans la cabine de soins des anneaux. Là, ce sont des tuyaux, oui. Tuyau, et à l'intérieur de ces tuyaux, il y a un autre petit tuyau aussi. Oui. Et selon comment on les dispose, on peut les rendre dynamiques. Alors, il y a différents types il y a différents modèles. Il y a des modèles où vous avez 2 tuyaux qui sont l'un à côté de l'autre, avec un tuyau qui est, enfin, plutôt, comment dire, un tuyau qui est excentrique et un tuyau concentrique à l'intérieur. Ils sont sur le même plan. Il y a d'autres modèles où les tuyaux sont l'un à côté de l'autre. Idéalement, ça serait d'avoir un cercle extérieur et à l'intérieur de ce cercle, un deuxième cylindre avec un autre gans, par exemple. Voilà ici un autre type d'unité de santé et d'énergie, où là, cette fois-ci, on n'utilise plus les bobines, mais on va utiliser des mini-réacteurs. Avec chaque réacteur, ici, vous avez une petite sphère. Donc, ces moteurs tournent. Et donc, vous savez très bien, pour ceux qui ne le savent pas, que quand ces réacteurs se mettent à tourner, le champ qui est à l'intérieur, ou le gans qui est à l'intérieur, va se mettre à rayonner sous forme de champ à distance. Donc, c'est la rotation qui permet, comment dire, de propulser le champ à l'extérieur. Donc, vous avez ici 1, 2, 3, avec un au sommet. Et donc, ici, c'est l'étage de la tête, ici, l'étage de la poitrine et l'étage des jambes en bas. Ici, un autre type de réacteur, enfin d'unité, avec simplement une unité au sommet et un en bas. Donc, tout ça, ce sont des travaux de recherche à effectuer. Donc, la façon de mesurer comment dire, une image en trop, la façon de mesurer les résultats obtenus avec cette unité de santé, on peut le mesurer à l'heure actuelle de façon physique, encore faut-il avoir les moyens de se payer l'appareil, c'est l'effet Kirlian. Là, ici, vous avez donc une photo ici qui a été prise en effet Kirlian et qui vous montre ici un trou dans l'aura de la personne. Et lorsque la personne ressort de l'unité, on voit que son aura est réparée. Je vous rappelle que l'aura, c'est l'absorption, la résultante entre ce qui est absorbé par l'individu vers l'intérieur et ce dont l'individu n'a pas besoin et qui ressort. Et donc, la résultante des deux va vous donner ici, par exemple, la personne étant pas en bonne santé, certainement au niveau du bassin, va montrer un trou d'énergie. Donc 90%, 98% des maladies sont donc d'origine psychosomatique, émotionnelle ou par le stress. Le centre émotionnel, je vous le rappelle, se trouve au niveau du thalamus. Donc c'est toute cette partie centrale, avec ici en avant ce qu'on appelle l'hypophyse et ici l'épiphyse. Donc toutes les informations sont faites, tout le fonctionnement du corps humain n'a qu'un seul but, c'est de protéger cette partie émotionnelle. Et la partie extérieure du cerveau est destinée au fonctionnement physique. Et le fonctionnement physique est là pour protéger la partie émotionnelle. J'ai pas eu le temps de mettre... Donc là, par exemple, on va pouvoir travailler certains types de pathologies. Par exemple,
la notion d'abandon et de fibromyalgie ou d'Alzheimer. Dans la fibromyalgie, dans l'Alzheimer, c'est la notion d'abandon qui est en cause, la personne se sent abandonnée. Dans le cancer, on a des problèmes de colère. Dans le cancer, on peut avoir des problèmes de peur. Dans le cancer, on peut également avoir des problèmes de haine. Pour ce qui est des problèmes cardiaques, c'est relativement facile, c'est le manque d'amour et de considération. On peut également avoir aussi des attaques cérébrales. Donc ça, c'est les problèmes de colère. On a la tête qui devient rouge, on a la tête farcie. Dans le Parkinson, on a les problèmes de convoitise. Dans le diabète, c'est les problèmes de chagrin, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que chaque pathologie correspond une émotion ou un état d'esprit. Parce que pour moi, le terme d'émotion n'est pas correct, c'est l'état d'esprit, la façon dont on voit la vie et dont on considère la vie. Comment travailler sur les émotions et comment changer le physique. Donc, ceci veut dire qu'il faut changer, que nous devons prendre la responsabilité de ce que nous pensons et de nos actes. Donc, c'est vraiment un travail individuel. Mais ce travail individuel doit être fait malgré tout de façon collective. On a vu que dans la façon de procéder au traitement, la majeure partie du traitement va donc résider en s'adressant principalement aux poumons, puisque on a vu que 80% de l'alimentation du corps humain se faisait par la respiration et par les poumons. Donc, ça représente 80% du traitement, se fait par la respiration. Donc, ici, vous avez, ça c'est un objet que j'ai créé qui ressemble à une cigarette. Donc, vous avez ici un premier tube dans lequel circule du CO2 et à l'intérieur, vous avez un microtube dans lequel circule, sous forme de spirale, du ZNO. Et le tuyau respiratoire traverse l'ensemble de façon hermétique. Donc ça, on peut le garder comme une cigarette. Ici, il y a un autre système qui est à peu près identique, sauf que là, c'est un tuyau principal avec autour un mini tuyau enroulé de ZNO. Et donc, le tuyau respiratoire traverse ce serpentin pour arriver ici sur un masque respiratoire. Ce masque respiratoire peut être monté en dérivation, par exemple, sur un appareil oxygène. On peut faire un autre type d'appareil avec un narguilé, où là, vous allez avoir de l'eau, de CO2, une eau plasma, avec du gans de ZNO à 50% pour les deux, et donc vous allez respirer à travers ce narguilé. On peut le faire avec une simple bouteille en faisant barboter de l'eau. Il y a plein d'autres systèmes qui sont réalisables. Donc retenez bien que quel que soit le traitement que vous fassiez, que ce soit pour du diabète, pour un cancer, vous devez toujours pratiquer au moins 2 à 3 heures par jour ce type de respiration. C'est quasiment le plus important dans le traitement. Donc, je vous rappelle, on l'a déjà vu, que l'âme, en fait, c'est vous l'âme. Donc, on ne peut pas dire qu'on a une âme. L'âme, c'est nous. Et donc, cette âme se situe au centre du cerveau. Donc, en fait, quand vous dites « je », vous êtes là. Les émotions siègent en contrôle à la périphérie de ce centre. Donc, tout ça, vous savez que vous avez 2 thalamus, un thalamus à droite et un thalamus à gauche. Et donc, toute cette partie thalamique est à la périphérie du centre de l'âme. Tout ça concerne donc la partie émotionnelle. Et donc, à nouveau, je vous le redis, tout ça, c'est la partie physique, qui est au service de l'émotion et donc de l'âme. Arrivé à ce niveau, est-ce que vous avez des questions à poser? Donc ça constitue un rappel de beaucoup de cours, puisque j'avais déjà fait, on en est à, si mes souvenirs sont bons, à 16 cours de médecine. Donc il y a déjà pas mal de choses qu'on avait déjà vues. Donc pour vous, je pense que c'est beaucoup de rappels. Non, mais c'est magnifique. Hein? Est-ce que vous avez malgré tout des questions? Non. Bon. Normalement, tout ce qu'on vient de voir, c'est déjà su. Hein. Alors,
on va parler maintenant des expériences pratiques au niveau de l'agriculture et en voyant un petit peu la méthodologie qui a été employée au cours de ces travaux d'agriculture. Donc, c'est un groupe qui a travaillé, ils ont d'abord trempé un premier sachet de graines de radis dans une eau normale. Ils ont pris un deuxième sachet identique, mais ils l'ont trempé dans de l'eau plasma CO2 avec du CH3, et ces 2 paquets ont été trempés pendant 24 heures. Donc, les 2 sachets ont ensuite été semés sur de la fibre de coco et on les a laissés germer. Ensuite, les bacs ont été arrosés pendant 7 jours avec leur eau respective. Les 2 sachets ont ensuite été récoltés le même jour et ensuite ils ont été empaquetés. Donc je vous rappelle, voilà, ça ici vous avez le ganse matière et au-dessus vous avez l'eau, ce qu'on appelle l'eau plasma ou le liquide plasma. Et donc ils ont arrosé avec cette partie les 2 tiers supérieurs de cette eau pour un des sachets. Donc là, ici, ils présentent les graines après leur germination. Ici, c'est le bac avec l'eau normale. Et ici, vous avez le bac arrosé avec de l'eau plasma. Arrivé à cette étape, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Qui vont se conserver mieux parce qu'à niveau de la taille, apparemment, en fait, ils sont trop près l'un de l'autre. Les champs, ils passent. Oui, bonne observation. Ils vont pousser plus vite et ils n'auront pas de maladie. Oui, il y a une observation. Là, on voit déjà que c'est plus épais, ceux qui ont été arrosés avec l'eau de plasma. C'est plus épais que de l'autre côté. Oui. Mais comment tu t'appelles? La personne qui a parlé juste avant? C'est Maria? Maria? Oui, c'est ça. Maria n'était pas loin de la bonne observation. Donc retenez bien ce qu'elle a dit. Les 2 bacs sont situés l'un à côté de l'autre. Partage des champs. Pardon? Il y aura partage des champs. Eh ben voilà. Elle a trouvé. Donc, parce que là, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une divergence de production entre l'eau plasma et l'eau normale. Donc, on va continuer l'exposé. On viendra à l'observation tout à l'heure. Donc, voilà, à nouveau, avec de l'eau normale, avec de l'eau plasma. Là, ils les ont coupés, ils les ont lavés. Donc, ça, c'était au bout d'un jour. Arrivé au bout de 20 jours, bon, on ne peut pas dire qu'on voit une énorme différence. Alors, à cette étape, ils ont constaté qu'il n'y avait pas d'odeur de pourriture et que les radis restent fermes au toucher et que seulement 3 grammes ont été perdus en une journée. Ça, c'était au bout de 47 jours. On perd ta voix, Jean-Jacques, parle un peu plus fort. Oui, et là, c'est mieux? Ouais. Je suis obligé de forcer sur ma voix. Hein. Désolé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai le nez collé contre l'écran. Là, on est au jour 134 jours. Voilà les 2 aspects. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de différences. Si on continue, on a la même image. On ne peut pas dire qu'on voit énormément de différences. À nouveau, la vue des 2 contenants. Alors, l'observation depuis 3 ans qu'ils ont commencé à cultiver des radis, ils n'ont pas eu de radis au bout de 15 jours. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, les radis ont certainement germé beaucoup plus vite. Généralement, au bout de ce temps, nous voyons des racines et une odeur qui sent dans la pièce. C'est seulement après le jour 41 qu'une odeur provient de l'eau normale des radis, mais pas de celle de l'eau plasma. Tout ce que nous vous avons vu, c'est un peu de feuilles jaunes dans les 2 bacs. Au premier jour, le poids était de 47 grammes et au jour 41, il était de 44 grammes, donc une légère perte. Les 2 étaient conservés au frigo à 4 degrés Celsius. Donc, le but de cette expérience était de comparer les 2 types de cultures avec les 2 types d'eau. Et la grande question, c'est de savoir pourquoi l'eau normale des radis dure si longtemps, c'est-à-dire l'eau qui n'a pas de ganse.
Et apparemment, ils n'ont pas relevé d'odeur, de nauséabonde, alors que normalement, on aurait pu s'attendre à ce que l'eau normale finisse par croupir, ce qui n'a pas été le cas. Eh bien, donc, comme Maria l'a révélé, c'est que le fait que de la proximité des deux bacs de production, c'est que le champ plasma de l'eau, ils ont arrogé avec du CO2 et du CH3, a fini par faire une boucle de champ et de propager dans la production avec l'eau normale. Donc le champ plus fort a agi sur le champ le plus faible de l'eau normale. Et donc on a eu identité de comportement entre la culture avec du CO2, CH3 et l'eau normale. Donc ceci nous donne une perspective sur le plan de la santé, puisque on pourrait considérer, et ça sera des expériences à mener, que quelqu'un qui consomme du CO2 ou du ZNO peut transmettre son champ à une personne de son environnement. Même chose, c'est une perspective pour l'âme, puisque ça revient à dire ce que je viens de dire à l'instant. Est-ce qu'il y a des questions arrivées à ce moment? Oui, j'ai une petite question. Les sachets ont été trempés avec les graines dans l'eau, c'est-à-dire que les graines n'ont pas été en contact avec l'eau, ou elles ont été en contact avec l'eau? Elles ont été en contact avec l'eau. Merci. Donc l'expérience aurait dû être faite en double aveugle, à mon avis, c'est-à-dire cultiver un premier sachet de radis, un premier lot de radis, c'est-à-dire avec 4 sachets. Les 2 premiers sachets, la culture aurait été à proximité l'un de l'autre, et puis prendre 2 autres sachets avec de l'eau et une eau de Gans, et les éloigner par exemple, et voir s'il y avait une différence, pour affirmer que c'était vraiment la proximité des champs qui favorisait l'amélioration de l'eau normale. Ouais, il faudrait refaire l'expérience. Enfin bon, peut-être qu'en séparant, peut-être qu'il serait passé autre chose et je ne sais pas quoi. Hein. Moi, j'aurais fait l'expérience, enfin j'aurais refait l'expérience en séparant les sachets et en les éloignant suffisamment et voir ce qui se passait, pour confirmer qu'effectivement, c'est bien la proximité du premier champ qui intervient sur le deuxième type de sachet. Alors, donc là, on est un petit peu dans un rappel. Je vous rappelle que quand on a un premier champ, en ce qui concerne une personne, le magnétique va devenir le gravitationnel du second. Le magnétique du second va devenir le gravitationnel du premier. C'est comme ça que se fait la boucle en 8. Retenez bien ce schéma. Hein, on passe du magnétique qui est attiré et qui devient donc gravitationnel. Donc, si on revient à nous, les champs qui émanent de nous se connectent aux champs de même force des entités qui sont autour de nous. Autrement dit, si vous avez un champ plein de joie, vous allez communiquer la joie. Si vous êtes dans la peur, vous allez communiquer la peur. Les champs de même force se lient ensemble à d'autres entités et reviennent pour nous nourrir. Ceci veut dire que quand ils nous reviennent, ils sont bien plus beaux, bien magnifiques. Et donc l'amour attire l'amour, la joie attire la joie, et au contraire, la peur attire la peur. On verra ça, comment ça fonctionne au niveau du corps humain sur le plan médical, quand on parlera de l'odorat. Et on parlera des seins au niveau de la maternité. Donc maintenant, à vous de savoir quel champ vous voulez vous construire. Donc ce qui n'est pas utilisé par les autres vous revient. Et donc vous vous nourrissez vous-même dans une sorte de boucle infinie. Donc pensez-y. Si on revient à nouveau à nous, un champ de joie se crée, et donc c'est créer la joie des autres. Un champ de peur crée la peur chez les autres. Et donc vous créez la réalité pour vous-même et celle des autres. Ça, c'est une constatation qui est très facilement observable chez les animaux.
Mais comme nous avons, au niveau ancestral, au niveau limbique, nous avons une partie animale qui nous reste, tout s'explique. Donc, un premier concept, ce que vous donnez vous revient en retour. Lorsque vous fluez les champs d'émotions des autres et vous les amplifiez. Troisième concept, consciemment, changer et en vous connectant et en amplifiant et en donnant plus. Vous devez aimer élever les autres en les sortant de leurs émotions négatives. Donc, vous devez créer, voilà. Ici, au lieu de remplacer magnétique, vous le remplacez par… Frédéric, vous avez montré un jour une petite construction graphique avec la joie, la peur, la haine, enfin les divers types d'émotions, ou je dirais plutôt de comportement ou d'état d'esprit. L'état d'esprit. Parce que l'émotion, c'est un petit peu trop restrictif. Donc, vous changez l'état d'esprit, la façon dont vous voyez la vie et vous considérez la vie. Et donc, tout ce qu'on peut appeler de gratifiant va être ici et va être transmis à l'autre. Et en retour, si vous émanez de la joie, ben, il va vous redonner de la joie. Avez-vous des questions à partir de maintenant? Donc là, maintenant, on est dans les parties de questions et réponses. Donc là, je vais vous lire un petit peu plutôt du texte. Donc, on a le pouvoir de tout contrôler. La personne la plus importante au monde, c'est donc nous-mêmes. Il est nécessaire de penser à nous afin de pouvoir retrouver notre pouvoir. On peut changer tous ceux qui sont autour de nous avec ce pouvoir. Et il est important de prendre soin de soi. Sinon, on perd la balance de la connexion à nous-mêmes. On attire ce que l'on pense. Et donc, le plus important, c'est d'être bien et de se faire plaisir. Dans le cas d'une maladie, il importe de comprendre si la personne veut réellement changer et pourquoi elle a créé cette maladie. Et peut-être qu'elle ne veut pas elle-même guérir. Donc, il faut donc comprendre pourquoi elle s'est mise dans cette situation. C'est-à-dire, ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, comprendre l'état d'esprit, son état d'âme dans lequel elle se trouve. Avec le plasma, on ne guérit pas, on équilibre. On ne peut pas influencer. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que l'unité, on ne devrait pas dire unité de soins, mais unité de santé. Donc, avec le plasma, on ne guérit pas, on équilibre. On ne peut pas influencer la réalité de la personne, puisque c'est elle qui crée sa réalité, ses propres considérations. Donc, quelqu'un qui a créé un état de maladie, nous pouvons décider à sa place de guérir. Ce que l'on peut faire pour aider une personne qui est malade, c'est donc de comprendre que les émotions se sont accumulées dans son corps et donc avoir un dialogue avec elle et de lui permettre d'exprimer ses émotions et son état d'esprit ou son état d'âme. De dire ce qu'elle a, ce qu'elle éprouve, de la laisser avoir ou percevoir toutes ses émotions. Et surtout que cette personne se pardonne, parce qu'en fait, avec nos propres émotions, on s'automutile. On se fait son propre mal. Lorsqu'on aura un dialogue avec la personne qu'on souhaite aider à se rééquilibrer et à guérir, il importe surtout d'être très courtois, de ne pas évaluer ce que dit la personne, de comprendre avec compassion, de l'entourer d'amour pour qu'elle se sente capable de relâcher et d'exprimer ses émotions. Donc, le corps est constitué de 25 éléments. Donc, nous n'avons pas besoin de millions de médicaments et juste 25 éléments. Et il faut comprendre ce qui doit être ramené à la balance. Le corps n'est pas aussi complexe qu'on nous l'a fait croire. Le corps humain est donc une machine la plus simple à changer de l'univers. Il faut juste amener les 25 éléments autour de nous sous la forme de champs. Les émotions sont des champs énergétiques. En ce qui concerne les enfants, un enfant abandonné crée des problèmes de maladie de façon à attirer l'attention pour être le centre du monde. Comme cela, tout le monde s'occupe de lui. Donc ça, c'est la responsabilité, souvent, puisque ce sont la plupart du temps, à l'époque actuelle, ce sont les femmes ou les mères de famille qui s'occupent des enfants, dans les puéricultrices, les aides maternelles, etc. Donc c'est vraiment leur comportement. Ne pas les surprotéger, fais attention ainsi, attention tu vas tomber, etc., etc. De façon générale, pour guérir, il faut porter de l'attention, pardonner, avoir beaucoup d'amour, ne pas blâmer
Et avec tout cela, on soigne tout. C'est ce qui permet d'accéder à notre pouvoir créateur. Donc quand on dit ne pas blâmer, c'est surtout ne pas, porter de considération. On acquiesce simplement ce que dit la personne, on lui accuse réception de ce qu'elle a dit, sans faire de commentaires. C'est très important. Il a été reparlé de l'importance également de faire de l'exercice tous les jours en marchant pieds nus et en posant tout le pied, en attaquant le sol par le talon, puisqu'on a vu dans les cours précédents, le premier cours sur les os, que la percussion du talon provoque une vibration dans tout l'axe osseux de la jambe, passe par la colonne vertébrale, arrive à la boîte crânienne et à l'oreille interne. Donc, taper le pied sur une surface dure. Et en marchant, on apprend donc à dérouler le pied entier. Chaque partie du pied doit être en contact avec le sol, avec les vibrations du sol. Donc, il n'y a pas besoin de basket à 200 francs ou à 200 € avec du gel. Voilà, j'en ai terminé avec ce KSW, cet UPS numéro 8. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Donc, je voudrais mettre la précision sur la notion d'émotion. Hein. Ça ne suffit pas qu'une personne vous dise « je suis triste, je suis malheureux », ce n'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment l'amener à l'exprimer la façon dont elle voit la vie. Et là, vous n'avez surtout pas à évaluer ce que la personne vous dit. Vous avez juste à dire « bien, j'ai entendu ce que tu as dit ». C'est extrêmement important. Aucune considération sur ce que la personne vous dit. Donc, pas de questions? Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais dehors, il tombe des cordes. Donc, moi, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Ça va, Sabine? Ça va? Oui, on t'entend. D'accord, parce que là, ici, il tombe des cordes. Hein. Ça fait un boucan du tonnerre. Bien. Eh bien, je crois que je vais enchaîner avec la partie santé, si vous voulez bien. Donc, je vais vous partager le document sur la santé. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler du foie. Bien, donc le foie. Donc, je vous rappelle, l'organe du foie, il se trouve à droite, mais il passe également la partie médiane du corps, ici. Voilà. Donc, ici, du point de vue anatomique, on peut dire qu'entre le foie, l'estomac et le pancréas et la rate, on a également une triangulation qui forme à nouveau un réacteur, comme entre les deux poumons et le cœur. Maintenant, si on voit un petit peu l'embryologie, on voit que le foie ici naît de cette partie embryologique ici. Donc, vous avez le foie ici vous avez l'estomac et ici vous avez la partie intestinale. Donc on peut dire qu'on a une similitude entre le positionnement du foie, l'estomac, le pancréas et la rate, et on a une même similitude entre les deux poumons et le cœur. Donc on a à nouveau une formation étoile. Donc aussi au niveau des voies, au niveau du foie, on a ce qu'on appelle les parties annexes avec la vésicule biliaire, bien sûr. Ici, le canal cholédoque qui va arriver se déverser dans la partie du duodénum, le début de l'intestin. Alors, les principales fonctions du foie. Il y en a pratiquement 500. Moi, je croyais qu'il n'y en avait que 145, mais en fait, il y en a 500. Donc, j'ai appris quelque chose. Donc, une des principales fonctions, le facteur d'assistance circulatoire et de stockage sanguin. Donc, le foie est, on pourrait dire, le château d'eau ou le château du sang de l'organisme. Il sert à la fois de stockage
de mise en réserve sanguine, de façon à redéverser, lorsqu'il est besoin, de redéverser de l'énergie. Il y a un facteur, ce qu'on appelle d'angiotensine, c'est-à-dire de régulation de la tension artérielle. Il régule la pression. Ensuite, il sert de sécrétion biliaire pour la digestion des graisses. Il sert à la désagrégation des hormones et des substances toxiques, ainsi que des drogues, médicaments. Donc, tous les médicaments, ce qu'on appelle la biodisponibilité des médicaments, eh bien, a une relation avec le foie. Il sert à la conversion de l'ammoniac et le transforme en urée. Il a une action sur le glucose, bien sûr, qu'on verra tout à l'heure, sur la vitamine A, la vitamine B12, le fer, le potassium et le cuivre. Il agit sur la synthèse des acides aminés. Il agit sur le métabolisme des hydrates de carbone pour les convertir en glucose assimilable lors des efforts. Il agit sur la glycogénèse à partir des acides aminés et ce qu'on appelle la glycogénolyse. Il agit sur le métabolisme des protéines et des lipides, c'est-à-dire leur assimilation. Il agit sur le facteur de coagulation, sur la production des globules rouges, mais seulement chez le fœtus dans les premiers mois, les 3 premiers en fait. Il agit sur la thromboprotéine, facteur de coagulation, et il agit sur le facteur 1 de lien avec l'insuline. Donc vous voyez que ça, c'est simplement quelques fonctions, et il y en a bien d'autres. Donc c'est une véritable usine de conversion. Donc si on regarde bien les relations maintenant entre le foie et les différents organes de la digestion, donc le foie se situe ici. On a les artères ici, l'artère mésentérique, c'est-à-dire qui arrive des intestins, donc la mésentérique supérieure, la mésentérique inférieure, qui vont traverser les 2 intestins, le pancréas, l'artère cœliaque qui va traverser la rate et l'estomac, pour ressortir par la veine porte. Cette veine-là est extrêmement importante parce qu'elle est souvent engorgée, traverser le foie et arriver ici. On a un stockage de certains types de matériaux qui vont se déverser ou non dans la veine hépatique. Et ceci va être à destination du cœur pour la circulation générale. Donc vous voyez que le sang est donc trié ici, c'est une gare de triage, de mise en réserve. Alors, le foie est constitué, vous voyez, de 8 lobes. Donc c'est un peu comme les poumons, sauf qu'il y a 8 lobes. Donc le foie a pour rôle de produire la bile, de l'évacuer vers la vésicule biliaire, qui est une autre petite citerne, un petit réservoir, qui va déverser au moment opportun dans le canal biliaire et vers l'intestin. Donc la bile est constituée par des enzymes digestifs et le foie produit également un facteur de croissance insulinaire. Le foie régule l'albumine, c'est-à-dire en relation avec les graisses. Le foie communique avec le pancréas via le canal pancréatique. Donc il y a une relation entre le foie ici et le pancréas qui se trouve ici à distance. Donc voici une autre vue anatomique. Donc au niveau du foie, il va se produire un échange entre le sang artériel qui va arriver par le foie, par l'artère ici, et ici ressortir avec du sang non oxygéné. Vous voyez que la structure, à nouveau ici, de certaines parties du foie, se compose exactement comme les réacteurs avec 3 couches. Donc on trouve toujours cette image de réacteur, quels que soient les organes auxquels on ait affaire. Donc voici une vue en coupe. Donc on voit ici ces lobules ici, où se produisent des échanges. Et ici, on les voit à nouveau en couple, comme un réacteur, c'est-à-dire avec un circuit périphérique sanguin et au centre, la zone d'échange. Et vous remarquez qu'on a une forme hexagonale. De toutes ces structures ici sont sous une forme hexagonale.
Si on regarde maintenant les vaisseaux à l'intérieur du foie, on retrouve à nouveau les trois couches. Et dans ce qu'on appelle la couche extérieure, eh bien, on a ce qu'on appelle des fenêtres. Pardon, la couche médiane, on a ce qu'on appelle des fenêtres par laquelle on pourra dire des pores par lesquels se font les échanges. Donc, en voyant un petit peu ce qu'on appelle les lobules qui ont des formes de réacteurs, donc on le voit ici à nouveau, avec une zone centrale, une zone médiane et une zone extérieure avec les vaisseaux se produisent les échanges. Donc voici une artère à nouveau, avec une zone périphérique, une zone médiane et une zone centrale. On retrouve à nouveau les trois couches, toujours à l'image des réacteurs. Au niveau de ce qu'on appelle les zones d'échange, de ces glomérules, eh bien c'est comme dans les poumons, comme dans les alvéoles pulmonaires ou dans les glomérules du rein. On a une partie artérielle qui arrive, qui forme divers embranchements pour se muer en vénules. Et c'est tout ça qui sert de zone d'échange. Je vous rappelle que les échanges se font toujours sous la forme plasma et non pas sous la forme de matière. Voilà, donc ces différentes parties d'échange ont une forme hexagonale ici. Donc la partie centrale, la partie moyenne et la partie périphérique. Donc c'est une façon d'augmenter la surface des échanges que de faire des réplications de ces petites unités. À nouveau, on retrouve toujours ce fameux modèle mathématique. Et donc je vous rappelle que la compréhension de l'univers, c'est comprendre les mathématiques. Donc le foie fonctionne un petit peu exactement comme une feuille, c'est-à-dire absorption du CO2 et extraction d'oxygène. Donc les petits lobules dont j'ai parlé tout à l'heure vont agir donc comme des réacteurs à plasma avec une sortie et une entrée. Donc là ici on fonctionne non pas sous forme de matière mais sous forme de champ plasma. Donc ici, chaque petit lobule va disperser les champs dont il n'a pas besoin et au contraire absorber, conserver les champs dont il a besoin. Aussi à nouveau une autre façon de présenter ces réacteurs. Chaque cellule réacteur travaille en relation avec la cellule qui lui est proche. Donc on a des échanges entre tous les réacteurs. Alors au niveau du couronnement, on a différents types de cellules, dont la cellule la plus importante, qu'on appelle la mitochondrie. On pourrait dire que c'est une usine de fabrication d'énergie. On verra dans un cours ultérieur, on précisera un petit peu plus la constitution de la mitochondrie. Donc rappelez-vous ici, ce qu'on appelle la mitochondrie, c'est un organisme qui se trouve à l'intérieur des cellules et qui est responsable de la transformation de l'ATP ici et donc de produire l'énergie. Donc voici une mitochondrie. Donc à nouveau, on retrouve cette forme fractale qui est une façon dans la nature d'augmenter les surfaces d'échange dans un minimum d'espace. Ici, je vous rappelle qu'on est toujours dans un état nano. Alors, ici, je vous rappelle à nouveau, on l'avait déjà vu en ce qui concernait le poumon, je crois. Donc, le passage, comme on passe de l'ADP, l'adénosine diphosphate, à l'ATP, adénosine triphosphate. Donc, au niveau de la membrane, on a un passage d'hydrogène dans un sens. Ici, on a un passage de phosphate translocase ici. Et donc ici, on a ce qu'on appelle l'ATP synthase, c'est-à-dire
une molécule qui permet la synthèse de l'ATP. Je vais pas comment dire, m'étendre davantage. Là, c'est un petit peu complexe, sauf s'il y a des gens qui sont médecins, mais la plupart d'entre nous, vous n'êtes pas médecin, donc c'est un petit peu complexe. Donc, sachez que c'est au niveau de cette membrane que se font les échanges. Et donc, la constitution, on passe de l'ADP en ATP et inversement. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance du passage de l'hydrogène ici. L'hydrogène est une partie de phosphate. Donc la glycolyse, c'est-à-dire c'est la transformation du glucose. Donc là ici, je vous ai présenté à nouveau ce qu'on appelle le cycle de Krebs, qui est un cycle qui tourne un petit peu sur lui-même, qui se régénère. Et donc le glucose, ça permet au glucose de se transformer en sucre. Le glucose va donner ce qu'on appelle l'ATP, c'est-à-dire la source d'énergie, avec une arrivée d'oxygène, une sortie d'hydrogène. Ici, on a les sorties d'hydrogène, ici. Et la fabrication d'H2O, c'est-à-dire d'eau, de la sortie de gaz carbonique, ici. Donc, on agit exactement sur le même principe que le fonctionnement d'une feuille d'arbre. Chaque fois que vous êtes en situation de stress, vous allez donc consommer de l'énergie musculaire. Donc, à partir du glucose, le foie produit de l'énergie pour les muscles et fabrique de l'acide citrique. Les muscles ensuite consomment l'énergie et fabriquent ensuite l'acide lactique qui retourne au foie. L'acide lactique, c'est un résidu. C'est comme ça que vous avez des douleurs musculaires. Le foie donc retransforme cet acide lactique en glucose. Donc, c'est une sorte de circuit fermé de récupération. Mais pour ça, cette passage de retransformation d'acide lactique en glucose, ça demande un certain temps. On va dire, selon votre type d'entraînement, entre une journée et 4 jours de récupération de fatigue musculaire. Donc, vous voyez que chaque fois que vous fournissez un effort, quel qu'il soit, eh bien, vous consommez de l'énergie. C'est pour ça que le stress augmente le rythme cardiaque, augmente les contractions musculaires, par exemple, si vous êtes en colère ou énervé, donc il y a une sorte d'agitation musculaire, et donc vous consommez de l'énergie pour rien. Alors, ici, je vous ai montré un petit peu un tableau, c'était juste pour vous le montrer, sur le mécanisme de ce qu'on appelle les acides aminés. Donc, les acides aminés, ce qu'il faut retenir, elles sont dégradées ici en NH3, c'est-à-dire du méthyle, puis ensuite NH4, et ensuite en urée. Si vous devez retenir quelque chose, retenez ça simplement ici, dégradation des acides aminés en NH3, NH4 et urée. Bien sûr, il y a d'autres choses qui interviennent. À nouveau, le métabolisme des acides aminés en fonction du cycle de Krebs, c'est-à-dire un circuit qui s'auto-alimente. Vous voyez, c'est assez complexe. Donc, il y a une partie, ce qu'on appelle le catabolisme, qui permet la transformation dans le foie en urée, qui est éliminée par le rein. Donc, dans cette phase, on a une perte de ce qu'on appelle l'élément azoté et une dégradation de l'élément acétonique. Dans la partie anabolique, on a une dégradation des produits intermédiaires biosynthétiques des acides aminés. Donc, il y a deux parties, une partie catabolique et une partie anabolique. Donc là, on a une partie de construction et ici une partie de dégradation. Au niveau des mitochondries, on a libération d'hydrogène. Donc, voici une mitochondrie à l'intérieur. Donc, vous voyez à nouveau qu'on a l'impression d'avoir une forme de réacteur. Et donc, la libération d'énergie, d'hydrogène. C'est ça qui fournit, c'est ça qui permet au niveau de l'ATP de fournir l'énergie. Je vous rappelle à nouveau ici, par exemple, si vous vous rappelez la molécule d'ATP, vous voyez qu'ici, donc au centre, on a ce qu'on appelle les liens phosphore et l'hydrogène, source d'énergie. Donc, il suffit de perdre ça, cette partie-là,
pour que ça devienne de l'ADP. Et on a un cercle continu entre les deux. Le cerveau a besoin de glucose. Donc, quasiment tout le travail de l'organisme, c'est de maintenir le cerveau, notamment la partie thalamique, en bon état. Donc, le cerveau, c'est l'organe prioritaire dans notre organisme. L'activité principale du foie est donc de fournir de l'énergie sous forme de glucose pour alimenter le cerveau. Je vous rappelle que le glucose est essentiellement constitué de carbone et d'hydrogène. Donc, c'est pour ça que le glucose contient beaucoup d'énergie. Alors, quelle est la façon de détoxiner le foie? Puisqu'on en parle souvent. Donc, d'une part, par votre alimentation. C'est votre premier carburant, donc mettez du bon carburant. Vous n'allez pas mettre du diesel, du gasoil dans une voiture à essence. Est-ce que le fait de jeûner va plus vite? Oui, le fait de jeûner démarre la glycolyse et consomme, pardon, j'ai fait une faute, et donc consomme le stock de sang du foie, le sucre, pardon, et donc il augmente l'énergie. Mais ce stock a des limites et vous ne pouvez pas donc durer très longtemps pour le jeûne. Donc le jeûne a ses limites. Qu'en est-il du stockage de l'énergie? Avec la réponse de M. Kesch. Le premier stockage d'énergie ne revient pas au foie, mais au poumon. Et ceci n'est pas compris en médecine actuelle. La conversion en énergie se fait sous forme de gans plasma à travers la barrière intestinale et les poumons. Et donc la majeure partie du stockage est en fait dans la lymphe et non pas dans le foie. Donc, je vous rappelle que le principal moteur d'énergie se situe dans les poumons. Je vous rappelle que si vous regardez bien, je vais revenir au tout début. Les poumons se situent juste au-dessus du foie et ce n'est pas par hasard que les poumons sont au-dessus du foie. Chaque fois que vous respirez, vous allez, d'une part, par effet mécanique, vous allez presser sur le foie, mais surtout, vous allez avoir un échange des champs plasma entre les poumons et le foie. Donc, retenez bien ça, c'est vraiment très important. Il y a un échange entre l'énergie pulmonaire et les plasmas, les champs magraves au niveau des deux poumons qui viennent s'exercer par la proximité du foie immédiate. Et donc, c'est l'énergie du poumon qui se transmet directement au foie. Donc, c'est pour ça que les poumons sont la première source et réserve d'énergie au niveau du corps. Le foie est un organe de stockage et de mise en réserve. Le stockage de l'énergie se fait sous forme de gans et non pas de matière dans la lymphe et le foie pour la partie physique. Le stockage d'énergie, c'est pour le cerveau émotionnel. Ainsi, dans le cancer, il faut bien comprendre que l'énergie principale se trouve dans le système lymphatique et les ganglions lymphatiques, et le cancer a sa source via le thymus, qui dicte les faux besoins aux intestins et ensuite à la lymphe. Donc, même si vous avez un cancer au niveau des organes périphériques, c'est quand même le thymus et la lymphe qui sont responsables du cancer. Donc, la source du cancer au départ est dans la lymphe et non pas dans l'organe. Donc, à l'heure actuelle, on dit que le cancer a des métastases au niveau de la lymphe des ganglions. En fait, c'est l'inverse. La source du cancer est d'abord dans la lymphe, avec l'intervention du thymus, et va donc ensuite apparaître, c'est-à-dire que le jour où le cancer se déclare de façon visible, il va apparaître dans un organe. Quand un cancer apparaît soi-disant sous forme de métastase intestinale ou hépatique ou pancréatique, c'est qu'il était donc déjà auparavant présent dans la lymphe. D'où l'impérieuse nécessité de ne jamais faire d'ablation des ganglions, mais de traiter le thymus et les parathyroïdes. Excusez-moi. Donc le thymus, en s'agrandissant, est un point de transfert du champ magnétique gravitationnel de la lymphe vers le foie. Et ce sont des champs magnétiques plasmatiques beaucoup plus forts. Ils créent donc
des tissus plus importants et plus durs, plus forts, ce que nous appelons des grappes, qui se présentent comme des tissus du foie. Et c'est alors qu'en raison de la force plus élevée, ils attirent de plus en plus de champs vers eux, et puis ils se développent. Là, ici, je suis en train de vous traduire textuellement ce que dit M. Kesch. Et ensuite, ils bloquent en raison de la croissance les vaisseaux sanguins dans le foie, et puis dans ce processus de croissance des cellules cancéreuses, un nouveau cycle de cellules, à ce moment-là, ils bloquent les veines et le flux sanguin vers le foie. Ils créent un reflux du sang. En fait, ce que veut dire M. Kesch, c'est que dans ce processus, on appelle ça la congestion du sang, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'arrivées au niveau du foie, c'est comme si vous vouliez rentrer dans une salle de cinéma et que vous vouliez essayer de faire rentrer 100 personnes à la fois. Donc, il y a un engorgement. Donc, il se produit un reflux du sang. Bah oui, les spectateurs sont reflués de l'entrée de la salle de cinéma. Ainsi, vous obtenez un reflux du matériel qui reste dans la région intestinale. Donc là, à ce moment-là, la région intestinale va se trouver engorgée. Même chose pour l'estomac. Et vous obtenez un gonflement du ventre. Et ce que vous voyez généralement dans les derniers stades du cancer du foie, lorsque le foie a reçu ou créé trop de conversion de lymphe, à ce moment-là, il y a un gonflement abdominal. L'un est à cause de l'énorme champ magnétique gravitationnel. L'ensemble de l'état de l'environnement du foie change de sorte que plus de matériaux ne peuvent se convertir à travers la paroi du foie. La lymphe peut être stockée, et ce qui vient de la conversion des poumons, et cela ne peut être en mesure d'être utilisé. Donc, en fait, retenez bien l'image. Il y a trop de matériaux qui arrivent au niveau du foie, donc il y a un reflux et un engorgement au niveau de l'estomac et au niveau des intestins qui n'arrivent pas à fournir, ou plutôt le foie n'arrive pas à fournir le travail demandé par la lymphe. En fait, si vous séparez le cancer du foie, qui est une indication de l'absorption d'énormes quantités d'énergie, parce que le foie prend de l'énergie, il prélève des matières du sang qui est la source de l'alimentation de la partie émotionnelle, de la partie du corps de l'homme. Et puis, quand il y a une perturbation, que trop d'énergie est prise et que le cerveau ne peut pas être alimenté avec l'énergie rapide, puis la partie physique et la partie émotionnelle se séparent, et ce travail du foie dans l'extraction des matières excédentaires de la circulation sanguine est une facilité, que la circulation sanguine est une installation que le cerveau est permis de faire pour garantir sa propre survie. Donc, ce que veut dire M. Kesch, c'est qu'il y a une discordance entre ce que peut faire le foie pour nourrir le cerveau, puisqu'il essaye de… La chose primordiale, c'est donc de nourrir le cerveau, c'est la première chose à faire, et donc le foie n'arrive pas à suivre. Donc je reprends. Donc, il se produit une installation que le cerveau s'est permis de faire pour garantir sa propre survie. Et donc, une partie de l'hypothèse jusqu'à présent a été que le poumon porte l'énergie, mais qui n'énergétise que les globules rouges. Mais en fait, à un point où la matière traverse le poumon, les matières dans le niveau d'énergie du poumon sont livrées au sang en même temps également. Il ne s'agit donc pas seulement d'énergiser les globules rouges, mais également de transformer les matériaux en cellules sanguines. Donc, le monde de la médecine n'a pas eu la capacité de la compréhension et les outils nécessaires pour mesurer la quantité d'énergie délivrée sous forme d'énergie de différents matériaux dans le sang. Ce n'est pas seulement que les globules rouges sont dynamisés, la cellule, le sang qui traverse les veines, reçoit aussi des matériaux du poumon et la plupart de ces conversions matérielles sont déposées dans le foie. Et ce sont les champs magnétiques énergétiques gravitationnels qui sont la nourriture pour la partie émotionnelle du cerveau et la partie physique du cerveau pour la nourriture. Donc, en fait, il y a une discordance entre l'énergie apportée par les poumons, qui est l'énergie principale, et l'énergie du foie. Je ne vais pas poursuivre plus longtemps dans ce texte parce que j'ai retracé textuellement les dires de M. Kesch. Donc, ça va être un petit peu laborieux. Le document sera dans le site Facebook de la Fondation sous forme de PDF. Et donc, si vous voulez vous y référer, vous pourrez le lire tranquillement. Est-ce que vous avez des questions à poser à partir de maintenant ? Bon, c'est un organe qui est assez complexe dans ses fonctions, puisqu'il y a 500 fonctions.
Donc, vous retenez que l'organe, le foie, donc c'est bien sûr un organe de stockage, mais que c'est surtout le poumon qui fournit l'énergie.